Et I'll leave the light on. David, entraîneur depuis maintenant près de 15 ans. J'ai commencé à m'occuper de jeunes très tôt. À l'âge de 20 ans, j'entraînais déjà des poussins. Et puis petit à petit, j'ai passé tous mes diplômes. Il me reste plus que le dernier, le BEPF, la licence Pro UEFA. Et puis j'ai gravi tous les échelons jusqu'à entraîner donc en France en national. Et aujourd'hui être adjoint en première division belge au Cercle de Bruges. Voilà, 45 ans, 2 enfants. Ok. Quelle place pour toi occupe le mental dans la performance d'un joueur de foot? Aujourd'hui, je pense qu'elle est prépondérante. C'est vrai qu'avec l'expérience, au départ, c'était pas quelque chose à laquelle je prêtais forcément attention. On est toujours plein de fougue et on pense que le message que nous on véhicule peut suffire à la performance, mais on s'aperçoit qu'au fil de la saison et aussi après quelques mois et quelques années même de travail avec le même joueur, on s'aperçoit que l'aspect mental peut être quelque chose de très important. Je dis ça parce qu'il me semble qu'il faut bien connaître aussi la personne pour savoir si elle peut être aidée par rapport à l'aspect mental sur sa performance. Et aujourd'hui, je dis oui. Aujourd'hui, je trouve que tous les joueurs, même si il y en a beaucoup qui ne font pas encore la démarche ou qui n'en ont pas conscience, je trouve que tous les joueurs gagneraient à se faire accompagner pour se préparer mentalement. En quoi consiste la préparation mentale selon vous et comment vous la travaillez au quotidien, si vous la travaillez dans votre club actuel ou si vous l'avez déjà travaillé avant? En quoi elle consiste? À mon sens, c'est certainement pour gérer les émotions. Ça peut être très important à l'approche d'une échéance, à l'approche d'un match ou à l'approche d'une saison même. Ça peut être aussi selon le parcours du joueur, où est-ce qu'il en est, est-ce que c'est une saison où il doit prouver ou confirmer. Il me semble que ça peut être important. Comment la travailler? Depuis que je m'y intéresse, moi j'essaye de faire beaucoup d'entretiens individuels. Avant j'étais beaucoup sur des interventions collectives avec pas mal d'images, pas mal de métaphores pour donner un sens un petit peu à ce que moi je veux travailler et ce que je veux faire percevoir aux joueurs. Mais depuis 3 ans, je me suis tourné vers beaucoup plus d'entretiens individuels. Alors, est-ce que c'est de la préparation mentale, je sais pas, du conditionnement, j'en sais rien parce que je suis pas un spécialiste. Du coaching. Mais voilà, d'ores et déjà du coaching plus individualisé peut-être, en allant plus en profondeur sur l'individu et en fixant des objectifs beaucoup plus personnels. Est-ce que vous avez déjà fait appel à des préparateurs mentaux? Est-ce que si oui, régulièrement, ponctuellement, pour vous, pour les joueurs? Alors pour les joueurs, ça m'est arrivé, mais très rarement, ayant une connaissance de préparation mentale. Sur le collectif, non, pas forcément. Je me suis souvent inspiré de ce que j'entendais ou quoi, mais c'était plutôt moi qui étais maître d'œuvre, on va dire, entre guillemets. Mais aujourd'hui, quand je vois comment ça peut se passer avec quelqu'un, une intervention extérieure, c'est quelque chose que je ferai certainement lors de mes prochains postes, de mes prochaines expériences. Okay. Et pour moi, à titre personnel, je me demande si je travaillerai pas avec quelqu'un éventuellement dans un futur proche. Et ce qui me manque peut-être, c'est l'échange avec quelqu'un aussi qui aurait vu le match, un connaisseur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, je sais pas si sur les entraîneurs interviewés, mais maintenant avec les échanges, les différents échanges, j'ai beaucoup de collègues qui ont une personne qui regarde le match et après ils échangent avec cette personne pour l'analyser.
Plus sur le plan tactique ou plus sur le plan... Surtout. Et pour vous, à quel moment de la carrière d'un footballeur il est le plus important de travailler le mental? C'est difficile à dire, je ne sais pas si j'ai suffisamment de connaissances pour répondre vraiment à cette question, mais si je devais répondre, je dirais à tout âge et pourquoi pas dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, au Cercle de Bruges par exemple, il y a un préparateur mental qui accompagne l'effectif de façon très collective avec beaucoup d'activités, des team building, comme ils appellent ça. Je n'avais pas forcément l'habitude de voir en France, mais je sais que ça existe aussi ailleurs. Et je trouve ça très très intéressant, mais c'est toujours pareil, l'adhésion du joueur, elle est selon les sujets, elle peut varier sur une échelle de 10, de 2 à 10. D'accord. Et c'est regrettable pour celui qui s'y investit à 2. Il y a quand même une majorité de joueurs qui suivent... Oui, parce que comme c'est fait de façon collective, forcément il y a l'effet de groupe et puis on voit de suite rejaillir les leaders et qui arrivent à amener la plupart des joueurs. Mais on voit aussi ceux qui sont très individualistes et qui ne se sentent pas forcément intéressés par l'activité, mais surtout qui ne voient pas trop le sens. D'accord. Là, l'impact en tout cas de cette personne est important. Il est important parce que on sent bien que... Alors moi je ne l'ai pas vécu parce qu'il a commencé son intervention en fait à la trêve hivernale de l'année passée. D'accord. Et donc le Cercle de Bruges est monté à la fin de la saison et d'après les dires du staff qui était en place, il y a vraiment eu un avant et un après. Un avant et un après l'intervention de cette personne. Et après son intervention donc, sur la trêve hivernale, là, pendant le stage, il y a vraiment eu une dynamique de groupe très très importante dans l'effectif et ça leur a permis d'atteindre l'objectif et de monter en première division. Et là moi je vois cette année par rapport à ces interventions, notamment sur les différents stages, le changement de comportement de certains joueurs après ces activités. J'ai rarement entendu moi parler, même en première division en France, d'intervention d'un préparateur mental. Oui. Je sais même qu'il doit y en avoir. Alors qu'ici, en fait, notamment le préparateur mental que nous avons, il a déjà travaillé dans plusieurs clubs de première division et j'ai l'impression qu'il est dans le paysage. Voilà, il est reconnu. One opportunity. Au début, j'étais, comment on pourrait appeler ça, j'étais très directif. Pas autoritaire, mais voilà, j'avais une idée précise de ce que je voulais faire et de comment le faire, et j'étais pas forcément à l'écoute de ce qui pouvait se passer, notamment à l'écoute des joueurs peut-être. Je laissais peu de place à l'échange. Aujourd'hui c'est vraiment différent, après 10 ans d'expérience, j'ai modifié, je suis beaucoup plus, et ça va donc de pair avec ce que je disais précédemment, où j'étais plutôt de nature à intervenir de façon collective et aujourd'hui de nature à intervenir de façon beaucoup plus individuelle. Et forcément sur le management comme ça individuel, il faut forcément être à l'écoute, sinon je vois pas trop le sens, si ce n'est que d'asseoir encore plus son autorité, de faire passer un seul message sans écouter ce que la personne en face à dire. Bon, non, je pense que j'ai beaucoup évolué là-dessus. Est-ce que vous êtes proche de vos joueurs? Je pense que oui, mais c'est pas forcément toujours les échos qui me reviennent. C'est-à-dire les échos de... de joueurs. D'accord. Et ça c'est quelque chose qui... Alors là c'est encore différent parce que je suis adjoint. Donc, oui. Mais par exemple là, en étant adjoint, je n'ai pas la proximité avec les joueurs que je devrais avoir par rapport à ce que normalement a l'adjoint. Parce que je suis encore, je me comporte encore comme l'entraîneur. J'ai pas encore pris vraiment la casquette de l'adjoint. Alors sur le travail avec l'entraîneur et les autres adjoints, oui, mais le relationnel avec les joueurs, pas encore.
Et c'est un très bon travail pour moi, justement, pour me rapprocher des joueurs. Lorsque j'étais numéro 1, je pense qu'il y avait une barrière importante avec les joueurs, mais malgré tout, j'avais toujours le sentiment d'être quand même plutôt proche de mes joueurs. Mais ça, il faudrait demander aux joueurs. D'accord. Mais par rapport justement à le fait que je sois parti, j'ai toujours des contacts avec d'anciens joueurs, donc j'en conclus que quand même. C'est bon signe. Voilà. Pour les qualités principales, je pense qu'il faut avoir un sens de l'organisation. Ça me paraît important. Une idée précise du message qu'on veut véhiculer. Et aujourd'hui, avoir un grand sens du partage. D'accord, c'est-à-dire entre les joueurs ou vous avec les joueurs tout le monde en fait, avec le staff, parce que tout seul, aujourd'hui c'est impossible d'arriver à faire quelque chose, donc avec son staff, mais aussi, ça rejoint ce que je disais, avec les joueurs. Je crois, enfin, il peut y avoir des exemples, mais alors sur des durées assez courtes. Je crois pas à la réussite de l'entraîneur qui va tout imposer de A à Z. Il peut être très... ses idées peuvent être excellentes, mais aujourd'hui, imposer, je pense que ça réduit les chances de la performance. D'accord. Donc, voilà, je peux me tromper, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Ok. Très jeune, enfin très jeune, j'ai été inspiré par un de mes éducateurs, qui était quelqu'un de très passionné, enfin qui est, parce qu'il est toujours de ce monde, un prof de sport qui était entraîneur, mais très passionné, très exigeant, très rigoureux en fait, alors qu'on était dans un club amateur, vraiment pur amateur. Et lui, il a mené vraiment ce côté très pro en fait, parce qu'il est tellement passionné que, et c'est vrai que ça m'a inspiré. Mais il a fallu que j'adapte forcément ce management. Après j'aime beaucoup le style Ancelotti. D'accord. Qui est à la fois très proche des joueurs et à la fois qui est autoritaire et qui a du charisme. Quelles sont les plus grosses difficultés auxquelles doit faire face un entraîneur dans son travail au quotidien? L'environnement extérieur, ça en fait partie. Qui regroupe agents, dirigeants, presse, préparateurs mentaux. J'ose espérer que ce type de personnes soit plutôt aidant. Mais ouais, l'environnement extérieur du joueur que l'on ne maîtrise pas toujours, ça fait partie des difficultés. Ensuite, la dynamique de groupe, enfin l'assemblage. Donc c'est pour ça que les intersaisons sont très importantes, vraiment pour moi fondamentales, parce que il est de notre responsabilité de mettre ensemble des gens qui vont nous amener à être performants. Et ça fait partie. C'est pas facile. C'est pas facile. Il faut une bonne connaissance des joueurs pour pouvoir assembler le puzzle, quoi, et pouvoir ensuite galérer entre guillemets ensemble toute une saison pour atteindre les objectifs. Donc, et ensuite, je dirais pour terminer, sensibiliser les joueurs à son projet de jeu. Alors difficile, oui, ça reste difficile parce qu'il faut convaincre entre guillemets une vingtaine de personnes et emmener une vingtaine de personnes. Mais c'est tellement bon quand on y arrive et que ça se passe, que ce soit pour monter ou même pour se maintenir, parce que ça peut se passer aussi pour se maintenir. Ça vaut le coup. Bon, si je devrais vraiment dire quelque chose par rapport à ça, je pense que je m'isole.
Vous isolez avant les matchs Oui, l'isolement. ou en semaine ou... Ouais, tout le temps. Tout le temps, aux grandes dames de la famille peut-être. Vous avez des activités pour vous isoler ou... Oui, oui. Enfin, oui. Je pratiquais, puisque là, depuis je suis ici, non, mais enfin, le squash notamment, où c'est pour se vider psychologiquement et mentalement. Je pense que moi j'ai un rapport malsain à la défaite. Quand je dis malsain, c'est qu'en fait, justement, quand il y a une défaite, je remets tout en cause. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mais quand je dis je remets tout en cause, pas forcément le propre de mon travail, mais tout. Mon existence, le fait d'être à ce poste-là, et donc en fait Comment vous arrivez à sortir de ça du coup? je m'acharne en fait dans le travail. En fait, je pense que je positive énormément, des fois peut-être trop. Des fois j'ai eu des échos de dirigeants ou quoi, me laissant penser que j'avais pas conscience de la situation dramatique dans laquelle on était. Bon, de situation dramatique, je pense que je n'ai pas forcément connu. Alors, c'est pas le même rapport avec des gens quoi, mais pour moi, elle est toujours dramatique. À partir du moment où on perd, c'est dramatique. Dans ces moments-là, il faut peut-être savoir relativiser. Exactement. Et donc de positiver. Enfin, je me dis toujours que ça va aller en fait. Et bon, c'est pas se mettre un voile, c'est pas se masquer la vérité, c'est pas s'enlever des responsabilités, mais c'est vraiment positiver pour sortir de passes difficiles. Et pour l'instant, bon, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, j'ai réussi à sortir de situations qui étaient mal engagées. J'ai coutume de dire que je le fais moi quasiment avant chaque entraînement. C'est peut-être exagéré, mais dans le sens où en fait à chaque proposition d'entraînement, je souhaite tellement que les joueurs y trouvent du sens que je suis obligé à chaque fois de me remettre en question pour proposer quelque chose de cohérent. Ça c'est au quotidien. Et je m'y attache. Ensuite, sur des périodes de résultats, où je le fais peut-être je dis, hein, mais peut-être des fois un peu tardivement. Pour les matchs Oui, c'est-à-dire que s'il y a une série de bons résultats, mais ça avec expérience maintenant, parce que même quand on a de bons résultats, je pense qu'il faut aussi se remettre en question pour anticiper justement l'arrêt de bons résultats. Pour maintenir la dynamique. Voilà. Et ça, des fois, c'est peut-être un peu tardif. Même si sur ma dernière saison de numéro 1, il me semble que j'ai mieux géré ce genre de choses. Et de la même façon, quand il y a des mauvais résultats, le premier mauvais résultat, c'est pas la remise en question. Pas forcément personnel dans un premier temps, et sur ça aussi j'essaie d'y travailler. Quelles sont les qualités mentales d'un joueur de haut niveau? Les principales qualités mentales d'un joueur de haut niveau? La force de travail, se remettre justement en question tous les jours. La difficulté du haut niveau, c'est la régularité de la performance. Et un joueur qui est très fort mentalement, il a quasiment pas besoin de se rappeler qu'il faut travailler. C'est un automatisme chez lui. Et on va dire qu'il a pris de bonnes habitudes. Oui. Et mentalement, l'échec n'a pas d'incidence sur justement sa manière de travailler et sur ses performances.
parce qu'il y en a, ils en ont tous. Mhm. Et la difficulté pour le joueur qui n'arrive pas ou qui n'a pas une force de travail suffisante au jour le jour pour être performant, va être irrégulier, et surtout quand il y aura des moments plus difficiles, va avoir du mal à surmonter ça et pour redevenir performant. Et donc il va repartir d'un peu plus bas, donc ça va être un peu plus long pour qu'il redevienne performant. C'est là que je me dis que la préparation mentale va avoir de plus en plus d'importance pour justement, pas forcément pour les joueurs qui d'eux-mêmes arrivent déjà, et peut-être d'ailleurs qui se font suivre aussi, je ne sais pas tout, mais en tout cas pour les joueurs qui ont un fort potentiel, du talent, s'ils arrivent à prendre conscience que c'est mentalement maintenant qu'ils peuvent faire la différence pour atteindre un certain niveau, ils ont tout à gagner. À la mi-temps d'un match, quel est votre discours quand ça se passe bien, et quel est votre discours quand ça se passe mal? Alors c'est un peu général parce que ça dépend des matchs, mais ouais, ça dépend beaucoup des matchs, ça dépend du contenu. C'est vrai que je me base beaucoup plus au contenu qu'au score sur mes interventions. Ce qui fait que bien souvent, quand on mène, je suis dur, et quand on est mené, je suis plutôt bienveillant. À moins que vraiment le rendu sur le terrain ait été aux antipodes de ce qu'on attendait, ce qu'on avait travaillé, où là il peut y avoir une forme d'énervement, même si c'est pas très bon à chaud, mais à un moment donné faire prendre conscience aux joueurs que ça va pas du tout. Mais sinon c'est plutôt ça, quand on mène, j'aime bien être tirer un peu l'oreille. Ou alors vraiment si on mène que ça a été extraordinaire, bon vraiment, mais j'aime bien appuyer sur ce qui n'a pas été quand on mène. Et au contraire, quand on est mené, être plutôt bienveillant et axé sur le positif, ce qu'on a bien fait, même si on n'a pas été récompensé. Bon, voilà. D'accord. Comment aidez-vous vos joueurs à retrouver la confiance lorsqu'ils en ont besoin, notamment, on peut dire, les attaquants? Par des séances supplémentaires, par des séances quasi individuelles. Ça, j'aime beaucoup faire. Eux aussi, d'ailleurs. Donc les mettre en fait en situation de réussite le plus possible. Moi, il m'est arrivé d'alléger carrément une semaine dans une période difficile en fait, pour qu'ils se régénèrent, et physiquement, mais aussi psychologiquement, ou de faire carrément une activité complètement différente. D'accord. Après, c'est la confiance qui change. Et quand on est en haut et qu'on joue la montée, c'est qu'on a de bons résultats, et c'est qu'il y a une dynamique de groupe importante et que la confiance est là, donc ça permet certaines choses. Lorsqu'on joue le maintien et qu'on est à la lutte, il faut pourtant créer une dynamique de groupe, mais c'est vrai que la confiance peut être diffuse et des fois totalement absente. Sinon la pression, je trouve que elle est la même. Elle est la même? Oui, et puis moi j'ai pu jouer quand j'ai joué le maintien et la montée, et c'est vrai que c'est quand même plus plus jouissif de jouer la montée, hein, évidemment. Oui. Hein. La prise d'initiative, j'adore. Donc moi j'encourage vraiment la prise d'initiative, et bien souvent quand la prise d'initiative elle est dans le cadre de jeu, dans le cadre du projet de jeu que je préconise, qu'on travaille ensemble, je leur dis toujours je vous en voudrais plus si vous ne faites pas. Et si vous faites, c'est moi qui prends la responsabilité de l'erreur. Voilà un exemple. J'aime bien moi plutôt avoir une possession et repartir de très bas avec une certaine prise de risque, notamment avec nos milieux de terrain. Et je dis à mes joueurs, notamment aux jeunes joueurs, si tu perds le ballon dans cette phase d'action-là que je te demande de faire, c'est moi qui prends la responsabilité. Et ça, j'aime bien le dire aussi devant tout le groupe. Avant un match, ou dans une mi-temps, ou en débriefing sur un retour de match. Ensuite, la prise d'initiative qui est contraire ou entretien individuel. Rarement devant le groupe.
Comment travaillez-vous la cohésion de groupe, le vivre ensemble? Est-ce que vous avez vous faites des choses en particulier par rapport à ça? Oui, bah des activités autres. J'aime bien sortir du cadre du football, aller faire bah, je vais prendre des exemples que j'ai fait, hein, des marches en montagne, une randonnée en montagne, une nuit en montagne. Bon, là où j'entraînais, c'était facile puisque la montagne, enfin la chaîne pyrénéenne était à 1 heure. Voilà, les mettre dans des conditions un petit peu extrêmes, entre guillemets. Voilà, des descentes en rafting par exemple, il y a besoin de collaborer, de cohabiter. Voilà, les sortir du contexte. Après, c'est un discours que je tiens aussi quasi au quotidien. Voilà, sur les séances d'entraînement, sur la tenue aussi à adopter, enfin, les prises de repas, enfin, voilà, où le sens du collectif est primordial. Une dernière question qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est avez-vous des rêves? Et si on imagine que j'ai une baguette magique pour les réaliser, quels seraient-ils? Oui, j'ai des rêves, ouais, j'en ai beaucoup. Entraîner en Ligue 1 le plus haut possible et ouais, avoir des responsabilités en Ligue 1, Ok. ça serait un bel aboutissement. Donc je vous souhaite et je te souhaite de réussir et merci pour l'entretien. Merci, bonne continuation. Merci. The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call.